Elle est présidente de la délégation parlementaire du renseignement. Elle a surtout participé à la rédaction des deux livres blancs, celui de 2008, le vrai, et celui de 2012, le plus récent, mais pas du livre vert, évidemment. Et elle est membre du Conseil supérieur de la réserve militaire et de la délégation parlementaire de la délégation française, pardonnez-moi, à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Madame, c'est à vous. Vous avez 10 minutes. Merci, je vais me les respecter puisque, comme vous l'avez dit, j'ai un protocole à respecter également et je tiens à y être. Je vous remercie, je suis désolée, mais les impératifs horaires sont ceux-là et je vais essayer quand même d'être la plus précise possible, d'être aussi la plus courte peut-être possible. Remercier Laïla pour cette organisation, il y a beaucoup de monde et c'est une très bonne chose, et de pouvoir partager quel que soit nos opinions politiques, les questions sur l'Europe de la défense est toujours bénéfique à nous tous, et surtout à nous tous Européens. Moi j'aurais envie de commencer pour parler de l'Europe de la défense. J'écoutais ceux qui sont intervenus juste avant moi à l'instant. Ils ont déjà dit beaucoup de choses que je partage en grande partie. Et j'avais envie de commencer tout d'abord par un point, avant de parler de l'Europe de la défense. Et peut-être en rester au niveau tout simplement de la politique et de la politique au niveau international et donc de la politique au niveau européen également. On est crédible sur la scène internationale quand on respecte sa parole. Et je pense qu'aujourd'hui, notre pays est crédible sur la scène internationale, là où il siège dans les organisations internationales, mais bien au-delà, parce que quand il dit qu'il y a des menaces, qu'elles sont avérées, et quand la France dit « nous irons », elle y va. Et sa décision est rapide. Une fois que la décision est prise, on va prendre l'exemple du Mali, mais on pourrait dire la même chose pour Sangaris, mais je pourrais citer plein d'autres exemples. Une fois que le président de la République décide d'y aller, grâce aux connaissances qu'il a du sujet, grâce aux services de renseignement, grâce à l'anticipation qui est la nôtre par la connaissance des différents théâtres potentiels, des menaces qui peuvent être les nôtres, ou des menaces tout simplement pour la sécurité collective et pour la paix dans le monde, eh bien, le président de la République, c'est notre Constitution, peut prendre cette décision lui seul, et lui seul peut faire intervenir nos troupes qui s'y sont préparées longuement, et qui interviennent dans l'heure qui suit. Et c'est ça la crédibilité sur la scène internationale sur les questions de défense aujourd'hui. Et si je commence par là, c'est parce qu'aujourd'hui l'Europe, effectivement, n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible parce que s'il y a des menaces pour la sécurité collective, il va falloir de très longs mois avant que l'ensemble des pays européens aient la même perception de la menace et donc de la capacité ou pas à intervenir. Et quand la décision est enfin prise, il se passe encore de très longs mois avant que l'on voit arriver sur place des militaires de différents pays européens, je dirais bien de différents pays européens. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et bien sûr, il y a beaucoup de réussites. Je ne vais pas les reprendre, elles ont été citées tout à l'heure. Elles ont été citées tout à l'heure par les différents intervenants, mes collègues parlementaires européens entre autres, mais également par Jacques Gauthier. Et je ne vais pas parler de l'ITM au Mali et bien d'autres, Atalante et encore plein d'autres exemples. Et je voudrais dire ici et témoigner de cela. Je vais régulièrement sur le terrain et je vais régulièrement sur les opérations à l'extérieur. Ce que j'observe, c'est que nos militaires, les militaires de l'Europe, je ne dirais pas européens, de l'Europe, sont des militaires compétents qui exercent leur métier dans le respect des valeurs qui sont celles de l'Europe. Ce sont des militaires compétents qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui s'entraînent régulièrement, ce que les citoyens
européens ne savent pas. Ce que je dirais même, beaucoup de parlementaires ne savent pas. Sauf ceux peut-être qui sont à la Commission de la Défense, soit au Sénat, soit à l'Assemblée ou au Parlement européen qui s'intéressent à ces questions. Mais nous ne le savons pas. Et quand je vois ces militaires exercer leur métier sur le terrain dans le respect de nos valeurs, à la fois j'ai du respect, bien sûr, mais je me dis qu'il ne suffirait pas grand-chose pour que l'Europe soit plus présente sur le terrain, en tant qu'Européen. Et je voudrais aussi rajouter en termes de témoignage aussi, quand on va sur le terrain, j'ai souvent honte. Et quand je vais sur le terrain auprès des forces militaires, quand je sais que, par exemple pour le Mali, mais c'est vrai aussi pour aujourd'hui la Centrafrique, quand je sais qu'il y a eu des morts, quand je sais qu'il y a eu des blessés parmi les militaires français, mais parmi les autres aussi, en particulier les militaires africains, parce qu'on parle toujours de la France au Mali ou de la France aujourd'hui en Centrafrique, on oublie quand même qu'aujourd'hui en Centrafrique, il y a certes 1600 militaires français, mais il y a 6000 militaires africains. Et dans les médias français aujourd'hui, on n'en parle jamais. Jamais. Donc il ne faut pas oublier de le dire. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Si elle est seule quelquefois sur le terrain, quand il faut aller à la bataille, elle est seule aujourd'hui au niveau européen, mais elle n'est pas seule en Afrique. Elle est toujours avec des militaires africains. Et je crois qu'on leur doit aussi ce respect. Par contre, je suis souvent choquée quand je vais sur le terrain des moyens développés. Nos militaires travaillent avec les moyens qui leur sont donnés grâce au budget qui est le nôtre. Et que sur le terrain, ce que j'observe, c'est que quelquefois nous avons encore sur des moyens très simples, simplement des véhicules quelquefois. Des moyens qui ne sont pas à la hauteur de leurs besoins. Ce ne sont pas des investissements forcément très lourds. Mais il y a des besoins aujourd'hui, même s'ils existent, même s'il y a de gros efforts qui seraient. Par contre, quand je circule dans certaines capitales africaines et que je vois les moyens développés par l'Europe pour faire du développement, par exemple, et que je regarde les véhicules, et que je regarde les moyens développés financièrement, j'ai honte. Parce que quel gâchis financier. Quel gâchis financier. Et je dirais que parce que je suis parlementaire français, je ne suis pas parlementaire européenne, et parce que je suis parlementaire français, je me considère aussi comme une parlementaire de l'Europe. J'ai quelquefois du mal à comprendre que lorsqu'on demande à rencontrer ces différentes représentations européennes sur le terrain, je dirais qu'en tant que parlementaire d'un pays européen, on n'est pas toujours très entendu ou attendu. Et si j'aurais un message aussi à dire aujourd'hui, c'est qu'au Parlement, en France, au Sénat, dans tous les pays européens, il existe des commissions de la défense. Que ces commissions de la défense, ces parlementaires, ont peu l'habitude de se rencontrer. Et pourtant, les décisions en matière de défense se font dans ces parlements nationaux et pas au Parlement européen. Parce que les budgets, ils sont votés par les parlements nationaux et pas par le Parlement européen. Et que la décision de s'engager, elle est celle aussi de chacun des pays, et pas de l'Europe. Donc bien évidemment, et c'est ce que nous essayons de faire avec nos collègues du Sénat, nous organisons chaque année une université de la défense, où nous invitons toutes les commissions de l'Europe à venir nous rejoindre et à parler de défense ensemble. Comme nous le faisons bien sûr pour le Parlement européen et ceux qui s'intéressent à ces questions. Et je pense que dans ma réflexion aujourd'hui, c'est de dire que si on veut avancer sur les questions européennes en matière de défense, certes nos exécutifs se rencontrent, ils le font régulièrement. Certes nos militaires aussi ont l'habitude de travailler ensemble. Mais si les parlements nationaux, avec les parlements européens, n'ont pas l'habitude de se réunir régulièrement
pour aborder ces questions ensemble. Je dis bien ensemble. J'ai bien peur que l'utopie d'une Europe de la défense soit vraiment très très loin des objectifs que l'on voudrait atteindre. Ça, c'est la réalité, et je pense qu'il nous faudra, et je suis tout à fait volontaire dans ce sens, que l'on continue. Nous avons des rencontres, et je veux quand même le citer ici, parce qu'il y a des choses aussi positives. Le Sénat et l'Assemblée en France régulièrement se réunissent avec des parlementaires d'autres pays. Nous voyons 2 fois par an les parlementaires allemands, 2 fois par an les parlementaires britanniques. Nous allons rencontrer la semaine prochaine une vingtaine de parlementaires belges. Nous avons déjà rencontré et nous avons initié de la même façon des rencontres bilatérales avec les Polonais. Il faut continuer dans ce sens et encore aller plus loin et peut-être un jour enfin se retrouver ensemble. Parce que ce que j'observe quand on se retrouve ensemble, c'est que nous ne partageons pas la même analyse des menaces. Et comment construire une défense au niveau européen si déjà nous ne partageons pas la même analyse des menaces? C'est pas possible. On peut dire, tenir tous les beaux discours, il n'y aura jamais de défense en matière européenne si nous ne partageons pas la même analyse des menaces. Et ça, c'est essentiel et c'est le point de départ. Et plus nous les partagerons, plus nous pourrons prendre des décisions en conséquence, et nous partagerons, je pense, très certainement, les décisions qui seront à prendre, parce que nous aurons une analyse qui sera commune aux uns et aux autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner, et je vais partir pour honorer le départ du chef d'état-major. Merci. Merci Madame la Présidente. Bonne cérémonie. Merci. Bien. C'est un colloque un peu particulier parce que les participants sont un peu chassés par les courants d'air de cette tribune. Et il n'y a pas beaucoup d'allers-retours. Moi, je pensais qu'avec Europe écologique acquis, il y aurait énormément de palabres, surtout sur l'Afrique, beaucoup d'intervenants dans la salle, mais pas tant que ça. Il y a des topos un peu verticaux. Et d'ailleurs, on va en écouter un dans quelques instants qui n'a aucune chance d'être interrompu dans son laïus puisqu'il l'a carrément enregistré et on va il a été enregistré par Skype et on va l'écouter. Mais je voudrais d'abord finir de présenter quand même les participants, mes voisins. D'abord le général Charles Richard Manjo, qui est ministre de la Défense de la République du Congo, le Congo-Brazzaville bien sûr, depuis 1 an et demi. Dans votre formation d'officier, vous avez passé 2 ans en RDA et 4 en Union soviétique. Ça fait 2 pays qui n'existent plus quand même. Hein. C'est peut-être le point commun avec l'armée européenne. On parle de réalité un peu virtuelle. Vous étiez directeur des études à l'Académie militaire du Congo à côté de Brazza en 93, quand la guerre civile a éclaté dans votre pays. Donc vous avez une expérience de la guerre. Et avant d'intégrer le gouvernement du président Sassou Nguesso, il y a 1 an et demi, vous avez été pendant une décennie le SEMA congolais, le chef d'état-major des armées. Alors, M. Heider El-Ali, qui est l'un des 100 écologistes les plus influents au monde, c'est Le Monde qui l'a dit et c'est Wikipédia qui me l'a répété, c'est gravé désormais dans le marbre, eh bien, n'a pas pu venir, il a été retenu par une délégation de l'Union européenne, ce qui montre que l'Europe existe quand même. Philippe Germain est le président le directeur général, pardonnez-moi, sur Wikipédia, c'est marqué président, ou du moins sur France Inter, ce qui n'est pas bon. Mais vous êtes le directeur général du WWF depuis 1 an, pile. Alors vous avez fait Sciences Po, un doctorat d'économie, un bout de route avec Brice Lalonde. Vous avez cofondé Génération Écologie il y a bientôt un quart de siècle. Vous avez été son conseiller technique au ministère de l'Environnement. Et puis vous avez créé ensuite, deuxième vie, Nautic 6 Environnement. Le FIDEM aussi, qui est le Fonds d'investissement de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour financer les énergies renouvelables. Et tout ça fait que vous êtes un intervenant formidable à ce débat que nous allons avoir sur l'Afrique.
Je ne sais pas si on présente la sénatrice Leïla Hachi, parce que comme c'est vous qui nous recevez, vous êtes la maîtresse de la maison, peut-être que je peux ajouter que vous êtes la secrétaire de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées, ce qui n'a échappé à personne, mais que vous avez été avocate et que vous avez fondé Écologistes sans frontières Afrique. Bien. Et puis, le professeur, moi je suis très honoré de présenter le professeur Bernard Badi, parce que il y a très longtemps que je le lis. Bertrand, pardon. Bernard Bertrand, je me suis déjà fait 2 ennemis comme ça, avec un... Bon, on m'appelle Hervé tout le temps, donc vous inquiétez pas. Puis voilà, la télé c'est fait par des gens qui ne savent pas lire, pour des gens qui ne savent pas écrire, tout le monde sait ça. Donc vous êtes agrégé de sciences politiques, professeur à Sciences Po, chercheur associé aux séries. Vous êtes aussi, vous n'êtes pas simplement, vous êtes aussi juriste, historien, orientaliste, et vous avez écrit toute une pile d'ouvrages depuis 20 ans, qui sont des repères. Je cite quand même le dernier, Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, Le diplomate et l'intrus, et visiblement dans votre esprit, l'intrus n'est pas forcément le militaire. On va commencer par écouter un intervenant donc, qui n'a pas pu gagner Paris, qui est Paul Watson. Il est resté aux États-Unis. Je m'en console en me disant que qu'il n'aurait sans doute pas été facile de lui couper la parole à ce capitaine. C'est le fondateur donc de Sea Shepherd Conservation Society, qui a livré l'année dernière donc via Skype ce qu'il tenait à dire aux participants de ce colloque. On va l'écouter. Captain Jacques Cousteau said in the 90s that the oceans are dying in our time, and that the navies of the world should take on the responsibility of protecting our oceans from pollution, plastic pollution, oil pollution, chemical pollution, and from acidification, the effects of global warming, and also illegal fishing. The real piracy off of Africa was the destruction of biodiversity offshore of West Africa and East Africa by Asian and European fishing fleets that were fishing unrestricted, uncontrolled. And what that has done is driven people into poverty, forcing them into real piracy in order to survive. We want to make sure that this doesn't happen in West Africa, in Mauritania, and Senegal, and Liberia, the Ivory Coast, by protecting the resources that are off those shores. Sea Shepherd has entered into partnership with the government of Senegal and Liberia to assist their navy and their government to protect the oceans in that area. We're also in partnership with the government in Guatemala and in Ecuador. In Guatemala to stop poaching in their waters, in Ecuador to protect the Galapagos Marine Reserve, which is a World Heritage Site. And we're finding that this partnership between non-government organizations and governments is bearing fruit, that we're able to supply resources to nations that don't have those resources. How much better would it be if we can get governments to supply naval assets to these nations in order to help them protect their marine environment? I think that the French Navy should really initiate this program to assist these nations in environmental protection, in the spirit of Jacques Cousteau, with the vision of Jules Verne, knowing that ultimately we have to protect our oceans if we're going to protect ourselves. Because if the oceans die, we die. It's as simple as that. And therefore, all over the world, we're seeing a diminishment in biodiversity. We have an obligation and responsibility to all future generations to take action here. And I'm hopeful that we can get a partnership with the French Navy to help protect the oceans of the world. Je peux faire un résumé en français. Est-ce qu'on, je crois pas que le micro marche. Si. On m'entend pas là, non? Si, ok. Bonjour, donc je m'appelle Lamia Semeni, je suis présidente de Sea Shepherd France et je vais vous faire un petit résumé en français des propos du capitaine Watson. Son leitmotiv et le message qu'il enchaîne depuis maintenant près de 40 ans, c'est que si les océans meurent, nous mourrons. Donc Sea Shepherd, l'ONG qu'il a fondé, se focalise sur l'action contre le braconnage et a notamment développé des partenariats, le plus récemment avec l'État du Sénégal,
Sénégal. Donc ça aurait été particulièrement intéressant que Monsieur Haïdar El Ali soit présent aujourd'hui. Je viens de passer un mois avec lui au Sénégal puisque nous entamons des patrouilles anti-braconnage en partenariat avec le ministère de la Pêche du Sénégal pour lutter contre la pêche illégale. Ça aurait eu notamment beaucoup de sens parce que ce qui a défrayé la chronique au Sénégal récemment, c'est l'arrestation d'un navire chalutier russe illégal multirécidiviste qui a été localisé grâce à un avion de l'armée française. Et dans ce cadre-là, je pense que ça a tout son sens et c'est quelque chose qu'il va falloir développer. Nous, on s'inscrit en complément de ça avec un navire qui va aider à patrouiller. Et ce que disait le capitaine Watson, c'est que ce genre de partenariat, pour pallier au manque justement du fait que les marines du monde devraient mobiliser davantage de moyens à la protection des océans, puisque c'est un enjeu majeur duquel dépend finalement la survie de la planète et donc la survie de l'humanité. Voilà, bon, c'est quelque chose dans le sens duquel il faut aller, et il souligne aussi le fait que ça aurait d'autant plus de sens que la marine française soit à l'initiative de ça, dans l'esprit et l'héritage que nous a laissé le commandant Cousteau et la vision de Jules Verne qui font aussi de la France un pays tourné vers la mer. Voilà, je sais pas, c'est pas évident à vous, j'avais pas c'est bien, c'est bien. Mais l'esprit y est. Et un jour, donc, quand Haïdar El Ali aura été relâché par la délégation européenne et quand le commandant Watson aura récupéré ses papiers et que les gardes-côtes les gardes-frontières ne risqueront plus de la raisonner, eh bien, peut-être qu'ils pourront venir à cette tribune débattre. Ce sera une autre fois. Peut-être que l'un d'entre vous veut réagir au propos du fougueux, capitaine. Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite? Non. La pêche illégale, par exemple, c'est un grand sujet. La pêche illégale, c'est 25 milliards de dollars par an d'argent sale, d'argent noir, gris. C'est une pêche qui est surtout pratiquée sur les côtes d'Afrique, malheureusement. Et elle est impunie, quoi, comme beaucoup des braconnages des espèces. C'est vrai aussi des braconnages des grands mammifères, on en parlera tout à l'heure. Mais donc la pêche illégale, c'est un fléau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est pas le WWF, c'est l'ONU qui le dit, en 2050, il n'y a plus de poissons sauvages en mer. Et cette surpêche ne fait qu'augmenter finalement la rapidité avec laquelle une ressource renouvelable par principe, qui est la ressource halieutique, est en train de disparaître de la surface de la planète. Voilà. Et la pêche illégale fait partie des crimes contre l'humanité qui sont impunis. C'est vrai que c'est intéressant ce qui s'est passé au Sénégal parce que le navire usine qui a été arraisonné au large de la Guinée-Bissau, dans les eaux territoriales sénégalaises, l'a été par un navire de guerre sénégalais évidemment, et alors qu'il y avait un navire de guerre français qui était sur zone. Et les Russes prétendent d'ailleurs que ce sont les Français qui ont donné le coup de main. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Notamment pour le repérer et pour aider à la raisonner. Mais bon, en tout cas, c'est typiquement une affaire militaire qui a été gérée par la défense sénégalaise et un navire de la défense française. Alors nous avons le même système en France. On a un problème en France de pêche illégale. Vous ne le saviez pas? Alors je vous le dis, c'est en Guyane. En Guyane, aujourd'hui, il y a une pêche illégale qui arrive du Brésil ou du Suriname sur nos ressources halieutiques. Et il y a eu récemment... La marine française a fait un petit coup d'éclat récemment avant Noël, oui, et il y a eu malheureusement un marin français blessé. Parce que les Brésiliens n'hésitent pas à sortir les Kalachnikov contre les bateaux français, les patrons de la marine française. Il y a, et pour terminer, la seule façon de gérer un peu ça, c'est le satellite. Et d'ailleurs, j'en ai parlé aux gens du CNES et à Kourou. Avec les satellites, on peut voir quels sont les bateaux légaux et les bateaux illégaux. Et après, effectivement, on s'en est servi au Kerguelen, avec effectivement la marine, après, vient raisonner, a pris 3 bateaux, à nous les gens
en prison. Et effectivement, aujourd'hui au Kerguelen, tout le monde sait qu'on ne peut pas pêcher illégalement parce que c'est surveillé par satellite. Et c'est ça qu'il faut faire. Alors voilà à quoi pourrait ressembler une green défense. L'intitulé de cette seconde table ronde est à la fois ambitieux et un peu obscur, mais ça devrait stimuler nos réflexions. Je vais passer tout de suite la parole au général, donc Charles Richard Mongeau. Monsieur le ministre. Merci, Madame la sénatrice de Paris, initiatrice du présent colloque sur l'Europe de la défense, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. C'est avec honneur et plaisir que j'interviens sur le thème L'Europe de la défense, une chance pour l'Afrique et la grande défense. Je vais vous transmettre l'expérience de ma communauté commune régionale, la CEAC, l'exemple, ce qui se passe, les concepts au niveau de l'Union africaine et le combat que mène mon pays dans le cadre de la protection des aires protégées, de l'environnement, mais aussi sa participation dans la sécurité de notre sous-région et notre apport au niveau de la force africaine en attente. J'affirme quant à moi que l'Europe de la défense peut être une chance pour l'Afrique. Pourquoi? Toute réflexion stratégique d'où qu'elle émane influe tant soit peu sur la démarche politique des États au regard de la mondialisation qui est de plus en plus marquée comme un référentiel. Dans un monde très globalisé. Ensuite, la démarche de mise en œuvre de la politique de sécurité commune en Europe, à travers la stratégie Union africaine, Union partenariat, Union européenne CAC, à travers ce qu'on appelle la facilité paix, peut contribuer à rendre plus effectifs certains instruments liés et élaborés par l'Union africaine, tels le pacte de l'agression de défense commune en vigueur au niveau de l'UE, le groupe panafricain d'analyse de prévention qui s'inspirerait des indicateurs mis au point par l'ex-Union de l'Europe occidentale pour identifier les crises et en gestation. Enfin, la création de la future Académie militaire africaine qui jetterait les bases d'une véritable coopération stratégique et diplomatique entre les pays africains. Mais je rappelle quand même que pendant le cadre de l'Europe de la défense, on devrait savoir que l'Amérique est présente en Afrique à travers une initiative qu'on appelle AFRICOM. Or, au niveau de l'interopérabilité, l'Amérique et l'Europe de la défense ont des produits communs. Donc, lorsque AFRICOM est présente à l'Union africaine dans les CER, l'Afrique, à sa manière, intègre le processus global d'Europe de la défense. Parce que beaucoup d'événements se passent dans le monde aujourd'hui à partir de l'Afrique qui influent énormément sur l'avenir de l'Europe. Donc, on peut de ce fait développer des projets communs conduisant à la mutualisation des capacités pour faire face à des défis sécuritaires qui ont une importance internationale. Oui, l'Europe de la défense peut être une chance pour la grande défense. Je prends l'exemple de mon pays. Le Congo subit une certaine mesure des effets du triple constat sur la problématique identifiée par le concept. En réponse à cette problématique, dans le cadre de l'anticipation, le Congo a pris en compte des risques encourus. Le Congo a mis en place, dans le cadre juridique qui protège l'écosystème, et sanctionne les contrevenants. Je vais être plus pratique. La force publique de nos États africains devrait donc s'impliquer dans la protection des aires protégées et l'environnement. C'est dans cette logique qu'avec les partenaires étatiques et non étatiques dans l'Union européenne, que les forces armées de police contribueront 1. à rendre opérationnels les structures des écogardes dans la lutte contre le braconnage et les autres trafics illicites transfrontaliers.
2. À mieux contrôler leurs propres arsenaux. 3. À lutter contre la situation ici des armes de guerre et de chasse dans l'espace communautaire, dont, pour le cas de la CEAC, 50% des pays de la CEAC sont des pays post-conflit. Donc, la situation des armes de guerre est un problème pour nous. Et les braconniers chassent avec des armes de guerre aujourd'hui. Ils utilisent même les bazookas pour abattre les éléphants. Ensuite, il va falloir faire respecter la législation de la fermeture et de l'ouverture des périodes de chasse. C'est le cas du Congo, où une loi a été prise depuis de longues années. Ensuite, il faut faire que la force publique participe en tant que force organisée au programme d'afforestation et au programme de reboisement. Les marines nationales doivent prendre part à la lutte contre la pollution marine devant l'accroissement ces dernières années de l'exploitation pétrolière, mais aussi de la circulation d'un grand nombre de navires sur nos routes maritimes, le long des côtes africaines, au niveau de l'océan Atlantique, de l'océan Indien, de la Méditerranée, mais aussi prendre en compte le lancinant problème de la pêche illicite. La législation sur l'action de l'État en mer doit être au cœur des actions de nos marines, en synergie avec les autres structures de l'État. C'est tout un programme. Tout ce que j'ai essayé de citer n'est pas exhaustif, parce que, en fait, dans le partenariat Union européenne-Afrique, on devrait, dans le cadre des programmes, prendre ces éléments essentiels dans le cadre de l'aide, du partenariat, des échanges avec nos gouvernements et nos forces armées. Par contre, l'adaptation de l'outil de défense à l'évolution des équipes planétaires demeure un sujet de réflexion dans le processus de mise en effective des principes de développement durable. C'est ainsi que, à travers les lois de programmation, comme en France, ici on parle de la loi de droit militaire, nous devons en fait faire que les armées puissent s'organiser à faire que nous participons effectivement à tout ce qui est lié à la protection des aires protégées, mais aussi à la protection de l'environnement. Le passage éventuel de l'usage des biocarburants à des fins militaires est encore envisageable pour nos États, dont le niveau de technologie n'est pas encore élevé. En effet, nos armements dépendent encore des marchés étrangers. Toutefois, nous suivons avec attention les avancées dans ce domaine. En définitive, puisque je n'ai que 5 minutes, face à un sujet très vaste d'ailleurs, donc sur la base des intérêts communs, de la mutualisation des capacités, la stratégie de l'Europe de la défense et celle de l'Afrique devraient regarder dans la même direction, à savoir offrir aux générations futures une Europe, une Afrique sûre dans un monde meilleur. Ce qui s'est passé à l'est de la RDC, avec un appui effectif de l'Europe, ce qui se passe aujourd'hui en RCA, avec un appui de la France, mais qui sera suivi par l'Europe, ce qui s'est passé au Mali montre que l'Europe de la défense n'est pas un leurre. C'est une question de volonté politique. Et si la sécurité s'installe en Afrique, soyez-en sûrs, la Méditerranée n'est qu'une petite... n'est pas loin de l'Europe, donc n'est qu'une petite frontière, donc l'Europe sera déstabilisée. Je vous remercie. Merci, Marie-Noël. Merci de parler d'un monde meilleur. Hein. On va parler, c'est bien. On a entendu parler de chimères, de rêves de puissance, on dessine un monde meilleur et on va pouvoir voir un petit peu aussi quelle est la réalité, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des questions à poser dans la salle, donc on va donner la parole à la salle une fois qu'on aura fait le tour des interventions des uns et des autres. Je vais passer la parole à Philippe Germain tout de suite. Alors merci Leïla, c'est quand même bien d'avoir une cousine écolo dans un grand palais comme ici et qu'on puisse sortir un très beau livre sur livre vert de la défense, où d'ailleurs
on a mis quelques éléments concernant le WWF. C'est pas évident pour les écolos de défense parce qu'on est quand même des pacifistes. Donc, mis à part le fait de vouloir changer le monde pour pas que les humains détruisent toute la nature qui les font vivre. Mais bon, effectivement, c'était dans la naissance de l'écologie, on était plutôt libertaires et pas vraiment pour les militaires et les policiers. Bon. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les sujets sont graves. Le changement climatique, par exemple, peut conduire à des changements de mouvements de population extrêmement importants, le stress hydrique pareil, la surpopulation. Donc il y a énormément de causes qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il nous faut résoudre, parce que nous avons la solution. Les hommes ont la solution au problème qu'ils ont créé, il n'y a pas de problème, il faut être optimiste. Et effectivement, ça rapproche quand même, c'est la réflexion sur c'est quoi les forces armées et la défense par rapport à toutes ces questions sont assez importantes. Alors, je vous ai parlé de la pêche tout à l'heure, on va pas revenir, sauf si vous posez des questions là-dessus, illégal bien sûr. Un autre des grands trafics aujourd'hui en Afrique, c'est le braconnage des espèces menacées, et essentiellement, la première c'est l'éléphant. Aujourd'hui, l'éléphant, il en reste 500 000 dans le monde, et en Afrique principalement, et 100 000 éléphants de forêt, comme ceux qu'on voit au Congo, qui sont des éléphants de forêt beaucoup plus difficiles à protéger, parce qu'ils sont, grossièrement, on ne les voit pas, donc c'est malheureusement pas un objet de tourisme, hein. On aime les éléphants savanes, alors qu'ils sont protégés, qu'on peut les surveiller par hélicoptère. L'éléphant de forêt, il est planqué dans la forêt, il n'a pas de chance. Et par contre, pour les braconniers, c'est plus facile parce que dans la forêt, on peut plus facilement se cacher. Il faut savoir qu'il y a entre 20 000 et 25 000 éléphants par an tués pour leur défense. Que les défenses sont passées de 30 à 5 kilos. C'est pour vous dire la taille de l'éléphant qu'on tue. Et que ce trafic va essentiellement vers deux pays, la Chine et la Thaïlande, qui sont deux pays dans lesquels il reste un marché domestique de l'ivoire. Et donc vous avez forcément, car il y a un marché domestique accepté par la CITES de l'ivoire, eh bien il y a tous les trafiquants qui en profitent pour passer de l'ivoire, bien entendu, illégal, car braconné. Alors, les gouvernements commencent, et c'est tout à fait intéressant d'avoir le mythe du Congo, africains commencent à avoir peur parce que les gens qui font ce trafic, ce sont de plus en plus des bandes organisées proches du terrorisme. Par exemple, il y a eu en 2012 des gens descendants du Soudan, assez proches des mouvements islamistes de cette région, qui ont traversé toute l'Afrique à cheval ou avec des dromadaires pour y mettre les défenses d'éléphants dessus en repartant, hyper armés, et qui sont allés jusqu'au nord Cameroun pour tuer 300 éléphants dans un parc. Depuis d'ailleurs le Cameroun y a mis des soldats d'élite. Et il faut savoir que ces 300 éléphants, ça représente à peu près, quand on a fait le calcul, à peu près 650 000 euros pour ces bandits. C'est énorme par rapport à la pauvreté du Soudan, mais c'est ridicule par rapport à l'atteinte à la biodiversité que ça représente. Il y a eu, par exemple, en Centrafrique, il y a eu une douzaine d'éléphants qui ont été tués cette année, d'ailleurs par les mêmes personnes qui étaient au pouvoir récemment en Centrafrique. Et nous-mêmes, en tant que WWF, nous intervenons, nous finançons ou nous sommes présents comme garde ranger dans un grand nombre de parcs africains. Mais quand on voit arriver ces types super armés, Kalachnikov et tout, on appelle l'armée locale en disant attention, il y a ces gens qui viennent. Et les armées locales, soit elles se disent c'est quand même des gens extrêmement armés, donc voilà. En Centrafrique, l'armée locale s'était déjà terrée dans ses casernes, donc pour 12 éléphants, elle n'allait pas sortir, surtout face à des gens qui sont extrêmement armés et qui rentrent dans ce qu'on appelle l'argent noir, les armes noires, etc. Donc c'est exactement comme la pêche illégale, avec un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards par an. Donc c'est pas rien, quoi. Alors, il y a aussi le rhinocéros. En Afrique du Sud, il n'y a plus qu'en Afrique du Sud où il reste du rhinocéros blanc. Il a d'ailleurs été introduit très largement par le WWF Sud-Afrique. Et aujourd'hui, il y a plus de 800 rhinocéros qui meurent pour leur cornes,
et d'ailleurs par du trafic organisé par des Sud-Africains via le Mozambique, et qui vont au Vietnam, parce que la corne d'éléphant, c'est un truc terrible. D'abord, l'éléphant, pas l'éléphant, le rhinocéros, c'est un animal qui représente la puissance et la force. Et donc sa corne a toujours été, pour les hommes, un signifiant la force. Donc les premiers, comment dire, ils ont été d'abord victimes des pétrodollars. Je vous explique. Quand dans le monde des tribus nomades du Moyen-Orient, quand on était riche et qu'on était chef, on avait un poignard en corne de rhinocéros. Donc dès que toutes ces tribus du Moyen-Orient sont devenues riches, eh bien, effectivement, ils sont allés chercher un poignard en corne de rhinocéros. Donc c'est comme ça qu'ils ont été les premiers victimes des pétrodollars. Après, ils ont été victimes, ce qui a toujours existé dans la médecine chinoise, mais plus les Chinois deviennent riches, plus ils importent, c'est un peu le problème, parce qu'ils ont été victimes du sexe, quoi. Effectivement, on pensait que la corne du rhinocéros permettait des prouesses sexuelles inégalées. Heureusement, depuis, les Américains ont amené le sida, la petite pilule bleue, là, et donc ça marche mieux. Et aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas si ça marchait parce que moi personnellement je n'ai pas le droit d'y toucher, vous voyez ce que je veux dire, en tant que représentant du WWF. Et la dernière chose aujourd'hui, c'est au Vietnam, où des rumeurs ont fait monter, comment dire, une rumeur dans tout le pays, que quand on est en stade terminal du cancer, la corne de rhinocéros peut vous guérir. Ah. Et c'est comme ça qu'il y a 800, depuis pas très longtemps, 800 000 rhinos qui sont tués par an, avec un trafic qui d'ailleurs est fait par certaines populations pauvres d'Afrique du Sud, parce que malheureusement en Afrique du Sud, il y a énormément de chômeurs et de pauvreté, notamment du côté de Johannesburg. Et bon, tout ça part vers le Mozambique et vers le Vietnam, et qui est un commerce, donc bien entendu, terrible pour notre biodiversité. Donc ces petites anecdotes pour vous dire que, au fond, une partie de la biodiversité, notamment animale, mais je pourrais vous parler des plantes du bois de rose en Madagascar, j'ai 40 000 exemples, on pourra en parler au déjeuner. C'est aujourd'hui des bandes armées, ce sont des vraies filières, On dirait Vilnius épuisé, je vois. Des vraies filières. Voilà. Donc, en quelques mots, j'avais aussi... quand même, juste dire un mot aussi sur le fait que sur le plan international, il existe beaucoup de conventions qui protègent la biodiversité, et notamment les grands animaux, ça va de la CITES à autre, c'est bien cité et repris dans le livre vert, page 56, je crois. Et je ne vous ferai pas le commentaire de toutes, mais au fond, et c'est pour terminer, le monde, les hommes, les humains ont essayé d'organiser par un certain nombre de conventions internationales, 7 ou 8, sur l'environnement et la biodiversité. Le problème, c'est de les adopter, c'est une chose, sur le terrain, les mettre en œuvre. Et c'est la grande difficulté. Beaucoup de grands pays africains font des aires protégées, marines ou terrestres. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour mettre des gardes derrière, quoi. Donc c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui préoccupe l'humanité, pas uniquement les pays en question, et donc nous devons avoir une solidarité mondiale sur ça. Mais est-ce que c'est un problème de défense ou est-ce que c'est un problème de police? Nous prenons par exemple, je rebondis parce que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Donc la Saint-Valentin, c'est bien sûr le cadeau en or qu'on fait à sa fiancée ou à sa femme. Comme le rhinocéros. Et or, on a, par exemple en Guyane, on a un truc qui mythe complètement notre forêt guyanaise, qui est l'orpaillage illégal. Donc l'orpaillage illégal, c'est des Brésiliens, des Surinamais, qui viennent dans notre forêt amazonienne pour y trouver l'or, parce qu'il y a des filons d'or qui sont extrêmement bons en Guyane. Et là, j'y suis allé, donc j'ai vu que c'était vraiment un truc dangereux. En plus, ils utilisent le mercure pour solidifier l'or, ce qui pollue toutes les rivières guyanaises. Moi, j'y suis allé et j'ai vu 4 gendarmes au milieu de la forêt amazonienne avec 4 militaires et
Donc les pauvres, ils étaient là au milieu de nowhere, et dès qu'ils font 5 mètres, les trafiquants, les orpailleurs à côté, qui ont des satellites, des téléphones satellitaires, informent tout le monde que les beaux gendarmes militaires sont partis à la recherche des orpailleurs. Donc quand ils arrivent, il n'y a plus personne. Donc est-ce que c'est police ou militaire? Je pense que vu qu'on a des bandes armées qui sont vraiment armées, même y compris la pêche illégale en Guyane, où les mecs tirent à la Kalachnikov contre les forces armées françaises. Donc c'est un problème plus militaire, à mon avis, que policier. Voilà. Si vous permettez, en fait, ça ne va pas de défense à cause de la menace, à cause des armes utilisées par ceux qui sont en face des éco-gardes. Oui, mais avec des raisons pareilles, vous déployeriez, dans ces cas-là, la Légion à Marseille. C'est pas parce qu'ils utilisent des kalachnikovs, un fusil d'assaut. Des hélicoptères, évidemment. Ils ont en gamme. Mais ça suffit, à votre avis, à mobiliser, en fait, non seulement des moyens militaires, mais en plus un appareillage qui serait européen? Européen, si vous voulez, moi là-dessus, je n'ai pas d'idée précise si c'est européen, mondial ou autre. Je pense que ce que nous faisons actuellement, et l'Allemagne avec le Gabon essaye au niveau des Nations Unies de faire que le braconnage des espèces menacées devienne un crime de l'humanité. Et il y a aujourd'hui, il y a 2 jours, une conférence à Londres, etc. Il y en a eu une à Paris au mois de décembre. Donc toute cette problématique, braconnage d'espèces, pêche illégale, etc., est en train, du fait des gens qui la pratiquent, qui sont des bandes armées assez dangereuses, toutes ces questions reviennent à l'ordre du jour et sont en train d'être organisées au niveau des Nations Unies. Alors, de là, est-ce qu'on envoie les casques bleus pour protéger les éléphants en Afrique? Ça va prendre un peu de temps, malheureusement, et c'est justement une mauvaise nouvelle pour les éléphants. Très bien. Merci, Philippe Gérard. Le livre vert de la défense fait 115 pages. C'est remarquablement dense. Moi, j'essaie de lire en 36 heures. Je vous avoue que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses et 10 000 questions qu'il soulevait. Et je passe donc la parole à Leïla Aichi. Merci. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux un vendredi matin pour un colloque qui touche à la défense et à des sujets proches aussi de l'écologie. Le cheminement que nous avons eu dans mon groupe et l'analyse que j'ai pu faire, et par inclinaison personnelle, j'ai beaucoup regretté en tant qu'élu de voir à quel point, d'une manière générale, les écologistes, nous avions peu d'appétence à l'égard du monde militaire, compte tenu du fait, notamment, d'un simple point de vue pragmatique, que le budget de la défense est le 2e budget de la nation, que le monde militaire est le 2e employeur de la France, que c'est la première emprise foncière de la nation française et évidemment le premier investisseur de notre pays. Et il m'apparaissait quelque peu incongru que notre mouvement ne s'intéresse pas à ce sujet dès lors que nous voulions entamer la transition écologique et énergétique de notre pays en faisant fi du monde militaire. Alors que justement, compte tenu de la particularité du monde de la défense, qui touche aussi bien les aspects sociaux, évidemment, économiques et politiques, que justement c'était un sujet éminemment important pour les écologistes et qu'il fallait impérativement que nous nous emparions de ce sujet. Et c'est dans ce cheminement et ce pari que je considère pour ma part peut-être politiquement risqué, que j'ai relevé, à plusieurs aussi, le défi de rédiger le livre vert de la défense avec plusieurs contributeurs de différents horizons et évidemment de plusieurs commissions d'Europe Écologie Les Verts. Parallèlement à ce constat, effectivement, de ce peu d'appétence, comme je vous disais, du monde de l'écologie à l'égard du milieu de la défense, j'ai constaté aussi un manque
au sein du milieu de la défense, mais d'un point de vue général. Dès lors qu'on observait, comme vous le savez, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et du Sénat, nous observons, enfin nous analysons, nous votons éventuellement un certain nombre de choses, et notamment on a des exposés sur l'ensemble des conflits, et aujourd'hui vous avez pu observer que la France est intervenue sur deux scènes assez importantes, et que de manière générale, ce qui ressort, c'est que la donnée environnementale n'est jamais abordée, ou abordée de manière très succincte. Typiquement, ça a été le déclic. Un des premiers cas qu'on a eu analysé dans la Commission des Affaires étrangères, ça a été le cas de la Somalie. Et j'étais justement d'autant plus sensibilisée au sujet de la Somalie et de la piraterie en Somalie que, comme vous avez pu voir, nous sommes proches de l'association Sea Shepherd et du capitaine Paul Watson, et que l'analyse et que la lecture qu'on nous faisait du conflit en Somalie et de la recrudescence des pirates était que sous le prisme des terroristes, sous le prisme effectivement du coût budgétaire, du nombre de navires dont nous avions besoin, de nombre de victimes, etc. Mais jamais le problème de la surpêche n'a été invoqué. Jamais le problème du fait que nos industries, notamment occidentales, jettent des déchets toxiques au large des côtes de la Somalie, et que sociologiquement, et je pense que c'est cette première donnée qu'on aurait dû mettre en avant, que sociologiquement, s'il y a eu des pirates en Somalie, sociologiquement, il faut savoir qu'entre 95% et 97% des pirates, et donc ce qu'on qualifie de terroristes, sont soit des fils de pêcheurs, soit des pêcheurs eux-mêmes. Et c'est parce qu'il y a eu un problème environnemental, parce qu'une population n'a pas eu assez à manger, parce qu'il y avait beaucoup de bateaux industriels au large des côtes de la Somalie qui pêchaient de manière industrielle. La raréfaction de la pêche a fait que, sociologiquement, les pêcheurs se sont retournés, sont devenus pirates. Alors je ne suis pas là pour juger la manière dont les choses ont dérapé, mais sur le fait, c'est que quand on sous-estime un point aussi important, on ne peut pas apporter la réponse nécessaire. Il ne suffit pas d'aller dire qu'on va attaquer se battre contre les terroristes ou avoir un nombre de budgets supplémentaires pour pouvoir les défendre. Il faut s'attaquer à la cause. Et c'est l'objectif, entre autres, du livre vert, c'est de mettre en avant toutes ces problématiques environnementales. Et alors, de ce constat, de cette absence d'appétence, comme je disais tout à l'heure, du monde de l'écologie en général vers le monde militaire, et de cette espèce, je ne dirais pas d'aveuglement, mais en tout cas, c'est souvent analysé comme étant epsilon, enfin une variable d'ajustement, si je puis dire. Et pour nous, écologistes, elle est la variable fondamentale, puisque les conflits aujourd'hui, entre 60 et 70% des conflits d'aujourd'hui sont soit liés à des conflits environnementaux ou énergétiques. Et que demain, compte tenu du fait que nous allons avoir, qu'il y a le dérèglement climatique qui est programmé, qui est encore une fois sous-estimé, il y a eu un rapport à l'Assemblée nationale qui a considéré que le dérèglement climatique était un effet multiplicateur, d'ailleurs il est même mis dans un alinéa entre parenthèses. Pour nous, c'est une erreur, c'est un non-sens, puisque le changement climatique n'est pas un effet multiplicateur, il est un risque stratégique en lui-même, de par son côté multidimensionnel et global. Et d'autant que ce dérèglement va avoir un impact encore plus important sur le problème d'accès aux matières premières, le problème exactement de la biodiversité. On a en même temps, parallèlement à ça, donc compte tenu de la raréfaction, on engendre un cercle vicieux. S'il n'y a plus de poissons, on peut transformer les pêcheurs éventuellement en terroristes. Ça induit évidemment de l'argent du trafic, qui alimente lui-même le terrorisme. Enfin, je vous la fais courte, mais dans cette donnée, il faut recentrer l'écologie, le développement durable, le changement climatique, l'accès aux matières premières, l'accès à l'énergie comme les données stratégiques qui doivent faire que nous repensions notre système, notre outil de défense. Pourquoi? Pour deux choses. La première, c'est que la défense doit avoir deux contraintes. Sa contrainte à elle, déjà, puisque, comme vous le savez, la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est notamment la première emprise foncière, mais qu'en plus de ça, elle a besoin pour ses déplacements, d'une consommation énergétique extrêmement importante. Je citerai le cas entre parenthèses, pour illustrer mon propos, le cas des États-Unis, qui consomment à peu près 360 000 barils de pétrole par jour pour la consommation de l'armée américaine, c'est-à-dire même un peu plus que la consommation de la Suède. Donc, même si l'armée n'est pas écologiste, si je puis dire, la contrainte énergétique fait qu'elle est obligée de repenser sa stratégie énergétique. Ça, c'est le premier point. Elle a la première emprise foncière, donc elle va être obligée de réfléchir sur justement une transition
énergétique du fait de ces réductions budgétaires et concomitamment à ça, comme vous le savez, nous sommes en réduction budgétaire, donc le budget de la défense décline, donc la défense est obligée de réfléchir à ce sujet. Et sur le deuxième aspect, c'est le concept en fait posé par la Green Defense, donc cette armée qui est obligée de se réfléchir elle-même sur son outil, mais également une armée qui soit en capacité de répondre aux défis de demain. Et les défis de demain, nous ne croyons pas aujourd'hui, au bout à l'achèvement de cette création de l'Union européenne, nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, statistiquement, enfin l'occurrence, que le territoire de la nation française soit envahi par une armée étrangère est peu probable. En revanche, de considérer que demain, compte tenu du dérèglement climatique, en 2050, les Nations Unies prévoient des réfugiés climatiques à hauteur de 300 millions de réfugiés climatiques. Nous allons devoir, et ça c'est la probabilité d'occurrence est beaucoup plus forte que celle dont je viens de parler, et que c'est à l'aune de ces risques et de ces crises que nous devons adapter cet outil de défense. Aujourd'hui, si je puis me permettre, nous n'avons pas écrit le livre vert en réponse au livre blanc, mais je pense que le livre blanc, là où il pêche, c'est qu'on est parti d'une dynamique et d'une contrainte économique qui a construit un outil de défense. Et je pense qu'il faut partir des risques et des menaces que nous, écologistes, avons identifiés comme tels, et qu'à partir de ces risques et menaces, nous construisons une défense qui réponde à ces enjeux et à ces risques, et pas l'inverse. Et aujourd'hui, on est dans une espèce de... je pense qu'il faut impérativement que nous réfléchissions à repenser notre manière de réfléchir. La défense, c'est d'abord intellectuelle qui doit être pensée, et certainement pas matérielle. Aujourd'hui, c'est l'inverse que nous faisons. Alors, sous pression, pas de lobby, c'est pas le sujet ni le débat d'aujourd'hui, mais en tout état de cause pour les défis de demain, je pense que nous autres écologistes, c'est extrêmement important que nous investissions le champ de la défense, parce que nous avons énormément de choses à dire, et qu'en tout état de cause, les conflits de demain ont trait nécessairement et majoritairement à des problématiques environnementales. Je vous citerai pour conclure deux exemples assez marquants sur le cas par exemple non pas pour vous faire peur, mais je pense que nous avons tous une part des solutions pour peu qu'on soit en capacité d'échanger. Le problème c'est que nous n'échangeons pas assez, non pas pour vous effrayer, mais nous avons plusieurs zones de tension largement identifiables. Il n'y a pas besoin d'un grand géopolitique et un grand stratège que d'imaginer que comme l'Éthiopie est en train de construire son barrage, que des problèmes vont évidemment arriver entre l'Éthiopie et l'Égypte pour des questions de redistribution d'eau, c'est évident. Nous allons, selon le PNUD, en 2025, avoir 4 milliards de personnes qui vont être, de population mondiale, qui vont être soumises au stress hydrique, et 90% de la population du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord sera exposée à un stress hydrique. En 2020, on aura entre 75 et 250 millions d'Africains qui seront exposés à un stress hydrique. Et c'est en ce sens où, effectivement, la Green Defense est une chance pour l'Afrique, puisque nous portons évidemment en premier lieu la prévention des conflits, mais qu'en tout état de cause, à supposer même que conflit il y ait pour les raisons dont je vous ai parlé, il faut que nous ayons une réponse juste, adaptée et certainement pas en dehors du droit international. Merci. Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous veut commenter ce qui vient d'être dit? Non? Moi, je vais poser des questions, alors, dans ces cas-là. Tout à l'heure, il y avait un des participants de la première table ronde qui a dit en partant, de toute façon, les écologistes, ils sont pour l'armée, pour autant qu'elle fasse autre chose que la guerre. Ce propos n'est pas totalement exact. Non, c'est provoquant. Je vais le développer. S'il n'y a plus de cacao demain en Côte d'Ivoire, s'il n'y a plus d'eau, si le Nil ne charrie plus de quoi faire vivre les habitants, boire les habitants du Caire ou vivre les paysans du bord du Nil, ou s'il n'y a plus d'eau au Mali, est-ce qu'il faut proposer, par exemple, l'aide de l'OTAN ou de l'Europe au maréchal Sissi? Alors, votre première C'est question... quelque chose de très concret.
Sur votre première question, je voulais simplement rappeler que nous avons donc l'intervention au Mali en République centrafricaine, et qu'il y a eu un grand débat justement sur la Syrie, et que effectivement c'est au sens politique, au sens philosophique et politique, Europe Écologie Les Verts, dans l'absolu, n'est pas un parti pacifiste. Nous sommes des non-violents. Ceci étant, et à titre d'exemple, je vous donnerai les résultats du vote qui ont eu lieu lors de l'intervention ou pas de la Syrie. Nous avons un parti qui, en gros, avait voté un tiers contre l'armée et contre l'intervention militaire avec le mandat de l'ONU, un tiers de cette assemblée qui avait elle-même voté pour l'intervention militaire avec le mandat de l'ONU, et un tiers de cette même assemblée qui avait voté pour l'intervention militaire sans mandat de l'ONU. Au total, donc, vous aviez 2 tiers de l'assemblée de représentante d'Europe Écologie Les Verts qui étaient pour l'intervention militaire. Qu'elle soit logique à qui qu'elle soit juste appropriée. Le sens de notre propos et le sens du livre vert, c'est de mettre en avant ces risques, et qu'il faut impérativement que nous réfléchissions collectivement, la France évidemment, mais l'Europe, puisque de toute manière l'écologie et les avancées environnementales ne peuvent pas se faire au niveau local, mais au niveau international, et qu'il est important que nous pensions ensemble, que nous mettions des budgets de recherche sur tous ces stress, et que nous soyons en capacité de faire en sorte que d'une manière globale, déjà nationale, régionale pour l'Europe, et d'aider l'Afrique justement à faire en sorte de réfléchir aux problèmes hydriques qui sont, à n'en pas douter, des risques majeurs pour demain. Mon général, votre pays est bien placé finalement, parce que on a vu que Bordeaux, il y a eu Denis Sassou Nguesso qui a présidé le sommet de l'environnement à Rio, et puis dans la foulée qui a lancé des tas d'opérations pour protéger la forêt équatoriale, mais plus précisément sur la question de défense, votre armée est directement impliquée dans plusieurs conflits. Ce sont vos Antonov qui ont transporté les blindés, si je ne m'abuse, au Mali, et c'est l'un de vos généraux qui commande la force interafricaine en RCA. Ça vous inspire quoi, en fait, les réflexions de Mme Aïchi? Vous pensez vraiment que l'ennemi prioritaire en Afrique, c'est le dérèglement climatique? Vous croyez ça? Plus que les haines ethniques, plus que le terrorisme, plus que la volonté de mettre la main sur les matières premières, plus que... Bon, je pense que toutes les menaces existent, il faut seulement les catégoriser. Lorsque aujourd'hui, dans des pays comme le Congo, le Bénin, il y a eu une attaque de la mer sur la côte, mais c'est une menace, parce que ça a une influence sur la qualité de la vie, sur les terres cultivables, donc sur l'économie. Bon, maintenant, le fait terroriste, il existe. Donc, en ce qui nous concerne, les menaces existent, c'est à nous de les catégoriser et de répondre à chaque menace en son temps. Donc, le fait écologique n'est pas la plus grande menace, mais le fait terroriste est une menace. Ce qui se passe en RCA doit nous mobiliser. La France a dû mettre ses troupes au Mali, c'était devant une menace en cas terroriste. Est-ce que cela veut dire que tout ce qui est lié au dérèglement climatique n'est pas important? Non. Voilà. Donc tout est important, on répond, on s'entend à chacune des menaces. Vous êtes demandé quel était le bilan carbone de l'opération Serval. Est-ce que quelqu'un d'ailleurs, je dis qu'il doit y avoir des militaires qui ont travaillé là-dessus, Madame la sénatrice, vous savez ça? Alors très honnêtement, vous me posez une école, mais comme il y a quelques militaires, est-ce qu'ils sont normaux? Ils ne veulent pas répondre. Non, ils se cachent derrière le devant de réserve, mais derrière peut-être, monsieur? Alors ça n'a rien à voir avec le bilan de l'opération Serval. Mais bon, c'est pas grave, après tout, allez-y. Mais peut-être dans le micro, ce serait mieux. Il y a un micro à côté. Le général Mondial a parlé de la pôle africaine en attente qui a été créée
Jusqu'aujourd'hui, cette flotte n'est pas opérationnelle. Qu'en est-elle? Elle est comme l'Europe de la défense en attente. Hein. Allez-y. Je pense que face aux défis sécuritaires, depuis 2003, il y a eu une réflexion qui a été menée au niveau de l'Union africaine pour que, après les expériences de RECAMP et autres, que l'Afrique puisse s'assumer. Nous avons plutôt le défi de 2015. En principe, en 2015, la FA devait être opérationnelle. Mais la défense, c'est la qualité de l'économie. Les intentions sont bonnes, mais les différents agendas n'ont pas pu être respectés parce que les autres Africains ont parfois deux priorités. Imaginez-vous, on construit une école, un grand hôpital, et mettre de l'argent dans la défense à moins que le gouvernement choisisse. Par rapport à cela, il a été décidé au niveau de l'Union africaine qu'on passe à une phase intermédiaire, ce qu'on appelle la capacité de développement rapide. Ce nouveau concept est basé sur le volontariat d'un certain nombre d'États leaders. Mais nous continuons la réflexion sur la phare, qui est une vision stratégique. Il faut la faire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, on n'a pas écarté la phare, on passe à un concept intermédiaire, la capacité de développement rapide, et nous avancerons. Je vais faire une petite remarque un peu provocante volontairement par rapport au problème du terrorisme et des problèmes environnementaux. Notre analyse consiste à dire que la première crise, elle est d'abord environnementale. Typiquement, le cas du Darfour, qui a été d'ailleurs identifié par les Nations Unies comme étant la première crise liée due au dérèglement climatique. Initialement, c'est un problème d'accès à l'eau entre pasteurs et éleveurs, qui a dégénéré, comme nous le savons, et qu'on a médiatisé comme étant des conflits religieux ethniques. Aujourd'hui, je parle de mémoire, on a à peu près 11 500 victimes dans le monde de terrorisme. Aux États-Unis, il y a 30 000 morts par arme à feu aux États-Unis. Donc ça mérite que nous réfléchissions aussi à ce sujet. Non pas que je sous-estime le terrorisme en lui-même, hein, mais qu'il faut le remettre en perspective. Et ce que nous pensons, c'est qu'en fait, le dérèglement climatique, ces problématiques environnementales sont un foyer favorable justement pour que le terrorisme puisse se démultiplier, et qu'il nous appartient justement, dans une logique de prévention, d'essayer d'anticiper et de penser que notre peuple, d'ailleurs notre propre mode de fonctionnement, notre consommation importante d'énergie, fait que nous-mêmes nous entretenons aussi ce système. Je ne vais pas développer le point même sur la finance, mais tu rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur le braconnage, le trafic illégal, le fait que nous ayons besoin d'autant d'énergie, nous entretenons, nous avons construit un système financier qui est complètement dérégulé et qui fait que nous avons des trafics aussi financiers, des évasions fiscales, et tout ça s'alimente. Le problème est global et vaste, il faut une véritable volonté politique, et c'est vrai que les problématiques que nous autres écologistes mettons en avant sont des sujets complexes, difficiles, qui demandent du temps, qui touchent à beaucoup de sujets, à l'anthropologie, à la sociologie, à l'histoire, aux religions, pour que nous comprenions. On ne peut pas imaginer résoudre le problème du Mali si on ne comprend pas la problématique des tribus au Sahel, des différentes cultures, etc. Et que nous devons impérativement apporter une solution globale dès lors que nous avons une volonté politique. C'est pas évident, c'est sûr que le terrorisme, c'est plus facile à expliquer dans un média ou dans une onde de médias que toutes ces problématiques que nous soulevons. Merci. Oui, mais au risque de... Au risque de vous pousser dans vos retranchements, ça fait 25 ans finalement que les militaires se demandent depuis l'effondrement du mur de Berlin qui est l'ennemi. Alors c'est une question simple, qui est l'ennemi? Alors vous nous répondez, c'est finalement le dérèglement climatique. Mais est-ce qu'on meurt? Est-ce que... Non? On n'a pas dit que c'était un ennemi. Non, on n'a pas dit Ça, j'ai dit que c'était une menace et un risque. Une menace et un risque. Mais bon, la défense, la guerre, pour appeler les choses par leur nom, la guerre, c'est quelque chose c'est le cœur de la tragédie, c'est le cœur du politique, c'est la question de la vie et de la mort quand même. Qui peut croire que vous mobiliserez des armées pour aller
Alors quand c'est au Mali, c'est parce qu'on nous explique que le risque est immédiat, que c'est un foyer terroriste, ou que c'est et qu'il faut endiguer et empêcher justement les djihadistes de se constituer un fief, parce que demain ils représenteront une menace directe sur nos intérêts, sur nos vies, dans nos villes, dans le territoire national. Mais qui peut croire que on soit capable de mobiliser les moyens économiques, mais aussi la capacité à sacrifier sa vie pour des enjeux environnementaux? C'est ça la question. Alors, je voudrais répondre. D'abord, en général, toute guerre, il y a quand même un peu de prédation de tout ce qu'on peut prendre de richesse. On veut prendre de l'eau, du pétrole, regardez. Donc, derrière toute guerre, il y a quelque part quelque chose qui est... on veut récupérer un peu de patrimoine et essentiellement naturel. Qu'est-ce qu'on a récupéré en Bosnie? Qu'est-ce qu'on a récupéré au Mali? Et en Irak? Qu'est-ce qu'on a récupéré en Bosnie? À Sarajevo? Écoutez, voilà. Mais attendez, on se calme. Troisièmement, je répondrai à ça, mais en tout cas, Qu'est-ce que tu as récupéré en Bosnie? À part la paix en Europe. On a laissé crever. La paix en Europe, sans doute. Alors, Quoi? C'est l'intervention en Bosnie qui a créé les conflits en Europe? non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça a créé la paix en Europe. Ouais. Alors, la question qui est posée avec Leïla, c'est La réponse c'est Jimmy Michel qui pose la question. Du fait qu'on les hommes utilisent de plus en plus les ressources naturelles, qui sont de moins en moins renouvelables, et que ces ressources sont nécessaires pour la communauté des humains, et qu'il y en a... notre population grandit de façon considérable, puisque on parle d'entre 9 et 11 millions de personnes d'ici 2050. Et c'est ça le risque que l'on évoque, nous les écologistes, c'est que le monde est fermé, la capacité de la nature à produire ce dont les hommes ont besoin se réduit, parce que les hommes en utilisent de plus en plus, et donc les conflits autour de ces ressources sont probablement les conflits de demain. Je peux essayer de répondre. Ah non, attendez. Il y a une question aussi. Je suis le général Lecointre et donc je suis intelligent dans mes termes. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Mme Leïla Hachi. Évidemment, les armées prennent en compte, comme un facteur de déstabilisation essentiel dans les 20 ans qui viennent, l'ensemble des problèmes environnementaux. Je pense qu'il y a quand même eu un changement de paradigme de la guerre. Des gens qui diront bien plus savamment que moi, je pense, tout à l'heure, mais depuis la fin de la guerre froide, effectivement, on n'imagine plus à horizon prévisible de grandes confrontations armées, de grandes armées classiques occidentales, avec l'inquiétude qu'a tout soldat, tout militaire, tout responsable politique, qui est de savoir si on peut malgré tout faire une impasse définitive sur la possibilité de résurgence de cette menace. Et donc la nécessité de continuer à en tenir compte malgré tout. Parce que, au cas où ça déplaît aux gens, une armée n'est pas faite pour servir tout le temps et pour faire la guerre tout le temps. Et une armée est faite généralement de gens qui sont non violents aussi. Le militaire n'est pas violent par nature. Le militaire, parce qu'il expérimente le combat, sait ce que ça coûte et évite de le faire autant qu'il le peut. Voilà. Donc je pense qu'on a effectivement changé de paradigme. Vous le disiez, ça fait 20 ans qu'on a changé de paradigme et que les armées françaises ne cessent d'intervenir dans des opérations de gestion de crise dont une bonne part tient à la faillite des États, au dérèglement des États, sous la pression de tout ce qu'on a évoqué comme menace, dont une part essentielle tient à des problèmes de nature environnementale. Et donc je ne vois pas de contradiction entre ces armées qui interviennent et ce que dit Mme Leïla Hachi et les orientations qui sont prises aujourd'hui déjà par la défense, même si les armées sont obligées de tenir compte d'une guerre possible future à venir. Je vais essayer de terminer rapidement. Oui, on ne se bat pas que pour les intérêts. Moi, je me suis battu à Sarajevo, c'était pour aucun intérêt particulier. Et seuls les soldats qui sont morts ne sont pas morts pour apporter quoi que ce soit à la France. Voilà. Ils sont morts pour l'honneur, pour les valeurs et pour la paix. Ils ont aussi restauré le crédit de l'armée française, non? C'est déjà énorme. Là, ce que je voulais dire sur ce changement de paradigme qui me semble important, bon, écoutez, vous m'avez coupé la parole, mais je... Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, je reviendrai à la suite plus tard. Vous
Merci. Merci, mon général. Ah, un dernier mot. L'esprit d'escalier. Dernier mot, parce que ça me semble important. Qu'est-ce qui différencie une force de police d'une armée? Eh bien, le général Manjo l'a dit, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces opérations de gestion de crise, de gestion de l'environnement, de maîtrise de la violence, sont des opérations qui, malgré tout, doivent être faites par des armées parce qu'elles requièrent un déclenchement de violence et la capacité à déclencher de la violence à haut niveau. Et je pense que de ce point de vue, il faut faire attention à ne pas confondre le niveau stratégique auquel on peut concevoir une certaine forme de guerre et le niveau tactique qui est celui de la confrontation des unités militaires engagées sur le terrain qui sont conduites à mener des actions de combat aussi violentes que celles qu'il peut y avoir dans les plus grandes guerres. Je pense que c'est bien aujourd'hui la difficulté des armées de faire face à cette réalité. Très bien. Vous n'avez pas 5 minutes, hein? Effectivement, mais bonjour madame, bonjour mesdames et messieurs. La question que je voudrais poser est en fait rejoint un peu celle qui a été évoquée. Il a été dressé un tableau des risques et des menaces, sans confondre d'ailleurs les unes avec les autres. Et en définitive, ma question est assez simple. Qui est le mieux placé pour y répondre? Est-ce que c'est vraiment les militaires? Alors, ce matin, on a parlé quasi exclusivement de militaires et des menaces telles qu'elles ont été exposées. Comment dresser un bilan non seulement des menaces, mais également des moyens qui permettent d'y répondre, et particulièrement, je reprends la question des derniers points soulevés par le général, police, militaire. On pourrait d'ailleurs évoquer tout aussi bien la sécurité civile. Il y a davantage de pompiers que de militaires, ou peu s'en faut en France. On pourrait parler de la police et de la gendarmerie. Bref, qui joue quel rôle? On pourrait parler des grandes ONG, des organisations internationales, bref. Comment coordonner la réponse et pas simplement dresser un face-à-face militaire-écolo? Et enfin, dernier point, pour ce qui concerne l'Europe et son approche très institutionnalisée, très politique et très lourde, avec tout ce qui a été dit ce matin, j'aurais tendance à la confronter avec l'approche telle qu'elle a été mise en œuvre pour lutter contre la piraterie, de manière beaucoup plus empirique, où on voit sur place, sinon des coalitions, tout au moins une lutte contre la piraterie qui est menée par des pays extrêmement différents et sans formalisme. Est-ce que peut-être on peut s'inspirer en termes de méthode de ce qui a été fait là? Merci. Merci. On va regrouper les questions. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà, moi je suis très déçu par cette matinée. Très déçu, oui, parce qu'il y a un mot que je n'ai pas entendu ou pratiquement pas. Il a été prononcé une fois, si je ne m'abuse, c'est le mot paix. P-A-I-X. Alors moi, je l'ai mis sur mon petit badge parce que c'est quand même un peu dommage d'avoir oublié ce mot. Et dans le livre vert des écologistes, il apparaît 2 ou 3 fois dans le sommaire. Point final. Bien. Donc, déçu par les interventions de la tribune, toutes, pratiquement. Déçu par le titre, même l'Europe de la défense. Je cite quelques exemples qui ont été dits ce matin. Oh non, pas de citation, non, au secours. Non, mais le général a noté que le reste du monde réarme, oui. Qui réarme? Avec quelles armes? Qui vend les armes au reste du pays, au reste des pays? Voilà une question intéressante dont je n'ai pas entendu parler ce matin. Ensuite, on a parlé de l'OTAN. Je croyais que la guerre froide était terminée, mais enfin, belle réussite en Irak. Ah oui, on peut en parler d'Irak. Hein? Regardons aujourd'hui ce que devient l'intervention de l'OTAN en Irak. Mais ce sont des questions provocatrices. Donc, l'Afghanistan, belle réussite encore. Hein? Non, ni les citations, ni la litanie, s'il vous plaît. Une question à quelqu'un. Oui. Alors, je n'ai jamais été pacifiste et j'ai entendu ce matin, ça j'interpelle les écologistes et M. Cohn-Bendit, que j'ai connu avec d'autres idées intérieurement. Si, moi je vous connaissais. On va lui passer la parole. En 68, j'étais à la Sorbonne, en 68. Cher monsieur. Certains discours antimilitaristes. Donc, on n'a pas peur du kaki aujourd'hui. Merci. Alors, comme... Merci beaucoup. On va...
Non, ils ne sont pas très nombreux. Personne n'a parlé du nucléaire militaire ce matin. Personne. Pas une seule fois. Moi, je suis allé à Hiroshima, Nagasaki. Allez-y et vous verrez ensuite, vous aurez un autre discours. Merci, messieurs. Merci de votre intervention. On va passer la parole à Daniel Cohn-Bendit puisqu'il a été directement mis en cause. Non, il ne va pas répondre. Non, ça, il fait ce qu'il veut. Il a le droit de s'imaginer qui j'étais il y a 50 ans ou à 60 ans. Ça, tout le monde est libre, etc. Non, c'est pas ça. Moi, je crois que Léla a posé un problème tout à l'heure qui est vrai. Par exemple, prenons, elle a dit le Darfour, elle a donné des exemples des crises écologiques ou alors qu'elle a parlé de la Somalie. C'est le même problème qu'on a avec, par exemple, qui se demande les bateaux qui prennent les pauvres qui veulent venir en Europe et qui échouent je ne sais où avant d'y arriver. Ces bateaux, ils appartenaient tous à des pêcheurs à qui on a enlevé la possibilité de vivre et que leur seul moyen de vivre aujourd'hui, c'est d'essayer de faire passer des réfugiés, etc. Et d'un autre côté, on a Frontex, qui est entre une force militaire et policière, qui en fait veulent empêcher ces réfugiés de venir en Europe. Donc il y a un vrai problème, c'est que on a créé des situations où des êtres humains veulent venir au fond des choses et après on est obligé de réparer. Mais autant que ça soit juste, à un moment il faut réparer, il faut empêcher. C'est vrai que Léla a raison sur les raisons de la Somalie, mais avant qu'on arrive maintenant à renverser la situation, ça va durer du temps. Et maintenant tu as par exemple la situation au large de la Somalie, on a des terroristes et on peut toujours expliquer des tas de choses, pourquoi ils sont venus des terroristes et la responsabilité. Mais donc, et aujourd'hui, je crois qu'il a le monsieur là qui est parti, c'est dommage, entre la police, la différence entre la police et l'armée, oui, aujourd'hui, les armées ont des opérations de police. Et alors, Épidéfense se trompe. Alors c'est vrai qu'on sait beaucoup de gens sont tombés en Afghanistan et en Irak, et on se trompe tous en Syrie, parce que monsieur le pacifiste, on n'a rien fait en Syrie, et c'est la catastrophe humaine la plus terrible alors qu'on n'a rien fait. Alors poser une question, devant les plus grandes catastrophes, intervenir des fois c'est une erreur, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, pourquoi on peut analyser pourquoi, et ne pas intervenir, c'est une catastrophe aussi. Donc visiblement, on doit reprendre tous nos billes au lieu de se dire toi t'as tout faux sur l'Irak et moi je te dis toi t'as tout faux sur la Syrie. Il y a aujourd'hui une nécessité de redéfinir quand et comment on peut intervenir. Si on dit qu'on peut et des fois on doit intervenir, eh bien on a besoin de forces politiques armées pour intervenir. Et il faut faire une différence entre la défense civile, l'intervention civile. Je crois qu'on n'a pas assez fait aujourd'hui, peut-être que c'est de ma faute aussi, c'est de dire il y a une intervention militaire, mais en cas de tremblement de terre, de tsunami, etc., on a besoin d'une force d'intervention civile européenne, parce qu'on met des jours et des semaines à justement mettre ensemble ces forces qui peuvent aller quand il y a un tsunami ou qui peuvent aider quand il y a même un tremblement de terre. Donc je crois qu'il faut faire la différence, et c'est sûrement pas l'OTAN qui formera une force d'intervention. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Badi est extrêmement patient et nous avons tous faim. Mais on va quand même donner la parole un instant à Mme Aïchi pour qu'elle nous rappelle, notamment à ceux qui n'auront pas lu le livre Vert de la Défense, les 6 recommandations qu'il y a dans ce livre. Et dans 1 minute 15, on vous passe la parole. Sur les recommandations, il y avait une question tout à l'heure à laquelle je réponds très rapidement, sur la manière dont on peut faire en sorte que justement ces menaces et ces risques soient mis en avant. C'est que comme vous pouvez le constater, c'est des sujets qui peinent à avancer. Il faut que la société civile s'en empare, que les politiques s'en emparent et que nous débattions autour de ce sujet. Je ne ferai pas la litanie des 20 recommandations, juste une. Nous avons à Paris en 2015 la grande conférence sur le changement du climat. Une des idées que nous devrions proposer et que nous proposerons au gouvernement, c'est l'organisation justement d'une réunion de tous les ministres de la Défense autour de ce sujet et autour de cette thématique. Et je vous remercie. Bertrand Badi, c'est enfin à vous. Ah, vous êtes gentil, je vous remercie beaucoup de ces témoignages de sympathie. L'histoire commence, allez-y. Oui,
Exactement. Je ne pensais pas intervenir ainsi en plein conflit ou en pleine tension, mais après tout, nous faisons là, dans la réalité de notre réunion, l'expérience de problèmes qui sont restés trop longtemps sous le tapis, sous la table, pendant notre discussion de ce matin. Et c'est la raison pour laquelle les choses se sont quelque peu tendues. J'ai entendu ce matin des oppositions qui me paraissent extrêmement intéressantes. Par exemple, affichage de notre présence versus efficacité de notre présence. À celle-ci, j'en ajouterai une qui est l'opposition ressources et efficacité. Et là, nous nous trouvons confrontés à un grand problème. C'est qu'il ne suffit pas d'accumuler beaucoup de ressources militaires pour être efficace face aux enjeux d'aujourd'hui. Il y a un divorce dans notre histoire immédiatement contemporaine entre les ressources et la capacité. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les États-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945. La deuxième opposition qui est très intéressante, c'est entre politique et militaire. Est-ce que le choix est politique ou est-ce qu'il est militaire? J'aurais tendance à cette question extrêmement intéressante, très peu clausewitzienne d'ailleurs, et ça annonce bien des changements dans le décor familier de nos stratégies, j'ajouterai un troisième larron qui est le social. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, et l'excellent livre vert de la défense l'a bien montré, et la fin de notre débat aussi, nous sommes dans un monde où l'intersocialité remplace de plus en plus l'international. C'est-à-dire, finalement, la rencontre, j'aime pas dire le choc, parce que ce n'est pas du tout nécessairement un choc, entre les sociétés et leurs différentes articulations l'une à l'autre. Intéressant aussi cet échange tout à l'heure sur avant la bataille, pendant la bataille, après la bataille. Avec une question un peu provocante que j'ajouterai, hélas au moment où on s'en va, mais est-ce que dans la guerre d'aujourd'hui, il y a encore la bataille? C'est un grand problème. On donne ça comme un donné. Il y a guerre, donc il y a bataille, donc il y a avant la bataille, il y a pendant la bataille et après la bataille. Est-ce qu'au Mali, il y a eu une bataille? Est-ce que... Ah non, une bataille au sens classique du terme? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a dans cette guerre chronique qui frappe la République démocratique du Congo depuis maintenant 53 ans, est-ce qu'on livre bataille? La notion de bataille devrait être réexaminée. Derrière toutes ces oppositions, je crois qu'il faut quand même s'arrêter sur deux absents de notre discussion, qui sont, mais dans quel contexte sommes-nous? Et d'autre part, est-ce que la guerre aujourd'hui a la même signification que la guerre hier? C'est quand même deux interrogations lourdes, rassurez-vous, je ne vais pas donner de réponse, surtout pas de réponse toute faite. Il y a un grand absent dans nos échanges, c'était le monde. Comme s'il y avait l'Europe et ses lieux et ses espaces d'intervention. Je pense que c'est une mauvaise méthode. Nous sommes d'abord dans la mondialisation. Dieu sait si ce terme a pu être galvaudé. Et la mondialisation, c'est quoi? La mondialisation, c'est d'abord l'inclusion. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout le monde est sur le même bateau. Tout le monde agit dans la même arène. Mais aussi, pour la première fois depuis l'histoire moderne de l'humanité, c'est-à-dire ce que nous appelons l'histoire westphalienne, attention, l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde. Et donc, est-ce que nous pouvons garder la même posture dans un monde où l'essentiel des batailles sont menées ailleurs, hors de chez nous, et où nous avons une prétention naturelle et spontanée à intervenir? Mais est-ce que c'est la même chose de gérer ces guerres qui se sont succédées sur notre sol et de gérer la guerre des autres? Cette question de gestion de la guerre des autres est une question dont je m'étonne qu'elle soit si peu posée alors qu'elle me paraît nécessaire. Mais la mondialisation, ça veut dire l'inclusion, donc ça veut dire aussi, pour la première fois dans l'histoire des relations internationales,
dans le même arène des peuples, des États, des sociétés, des pays, appelez ça comme vous voulez, qui ne sont pas du tout du même niveau de développement économique et social. Les relations internationales au XIXe siècle, c'était quoi? C'était des relations entre une dizaine d'États européens de niveau de développement à peu près équivalent, en tous les cas comparables, et relevant de cultures qui étaient finalement de même nature et grossièrement de même identité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est dominé par d'énormes contrastes socio-économiques, à tel point que les vrais enjeux conflictuels d'aujourd'hui, ce ne sont plus des rivalités que nous appelions, du temps de Raymond Aron, de son diplomate et du soldat, des rivalités politico-militaires, ce sont des tensions sociales, ce sont des contrastes sociaux. Vous avez tout à fait raison d'inclure dans ces tensions sociales le changement climatique, les questions écologiques, les questions énergétiques, les questions démographiques, mais j'ajouterai surtout les questions alimentaires, les questions sanitaires, tout ce que dans sa grande sagesse, un acteur qui aurait pu avoir une plus grande place ici ce matin, qui est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, appelle la sécurité humaine. L'insécurité majeure aujourd'hui, c'est l'insécurité sanitaire, c'est l'insécurité alimentaire, beaucoup plus que l'hypothétique bombe iranienne. Il faut voir que fondamentalement, toutes les 3 heures meurent dans le monde de faim le nombre équivalent des victimes du World Trade Center Attack en 2001. C'est-à-dire que nous vivons, à cause de la faim dans le monde, nous vivons, il ne faut pas l'oublier, 8 World Trade Center Attacks par jour. Et je n'ai jamais entendu parler de War on Hunger, alors qu'on parle allègrement de War on Terrorism. Ce qui veut dire aussi que la mondialisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est celle de l'interdépendance. Tout le monde dépend de tout le monde, mais ça veut dire quelque chose qui effectivement gêne les analyses stratégiques traditionnelles, qui est que certes le faible continue à dépendre du fort, monsieur de la Palisse me l'a confirmé hier soir, mais de plus en plus, le fort dépend du faible. C'est-à-dire que cette logique de l'interdépendance est aussi celle du maillon faible. C'est-à-dire que le faible a une capacité proactive et de déstabilisation de l'ordre international qui n'appartenait autrefois qu'au fort. Autrefois, la guerre, c'était une compétition de puissance. Aujourd'hui, la guerre, et c'est ça vraiment qui est au centre de notre discussion, ce n'est plus du tout la compétition entre puissants, c'est le malaise des faibles, c'est l'expression paroxystique des pathologies sociales du monde. Ce qui veut dire quelque chose d'absolument fondamental. La guerre aujourd'hui est davantage d'extraction sociale que d'extraction politique. Ça veut dire que la violence internationale est plus une violence sociale internationale qu'une violence interétatique. Ça veut dire qu'il y a un risque réel de dérapage, de glissement de beaucoup des sociétés qui sont en guerre aujourd'hui, notamment dans le Sud, vers l'état de société guerrière. La société guerrière, elle a ceci de terrible qu'elle produit du lien social par la guerre. C'est-à-dire, nous sommes dans l'anti-contrat social. Nous sommes dans une situation où la meilleure des solidarités sociales se trouve, phénomène absolument effarant, dans l'opposition et le conflit. D'où le phénomène, il n'y a pas eu un mot là-dessus ce matin, et ça m'a beaucoup choqué, des enfants soldats. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant soldat? C'est un pauvre gamin de 14-15 ans, enrôlé de force, ou tout simplement qui rejoint des milices parce qu'il sait qu'ainsi il sera nourri, il sera vêtu et qu'il aura cette dérisoire et épouvantable sentiment de supériorité ou de reconnaissance enfin conquise parce qu'il porterait une Kalachnikov sur le dos. C'est ça la réalité conflictuelle aujourd'hui. Eh bien, face à ce risque de société guerrière qui très naturellement va mêler les mafias et les milices, évidemment, les économies de guerre et les économies de paix, mais reconstruites dans des économies de guerre qui unifient tout, voilà ce qui constitue le tissu de ces nouvelles guerres. La question, c'est comment traiter ces guerres d'extraction sociale. Est-ce que le petit Clausewitz illustré est le bon manuel pour traiter ces guerres d'extraction sociale? Évidemment, je crois qu'on est à peu près d'accord.
L'usage de la force ne disparaît pas pour autant. Il ne s'agit pas de dire que face à des situations de risque, de danger immédiat, la force ne soit pas nécessaire. Mais j'aimerais bien quand même qu'on traite davantage 3 sous-questions. Usage de la force, qui, pourquoi, comment? Qui, moi je n'arrive toujours pas à comprendre au nom de quoi la France a un droit spécial à intervenir dans telle ou telle région du monde. Peut-être que vous me donnerez la réponse, je ne la vois pas, sauf par référence à une certaine histoire qui me paraît périlleuse dans son usage contemporain pour traiter les pathologies que je viens d'énoncer. Je crois que pour qu'une action soit légitime, il faut qu'elle soit multilatérale. Pour qu'elle soit multilatérale, il faut qu'elle soit englobante. La manière dont on a marginalisé le multilatéralisme global est un véritable danger pour la paix mondiale. Rappelez-vous cette belle phrase de Hammarskjöld. Hammarskjöld disait « Nous ne sommes pas là pour emmener les peuples du monde au paradis, nous sommes là pour les empêcher d'aller en enfer. » Eh bien, ce qui est le fondement même de l'action multilatérale, c'est à travers une redécouverte de ce multilatéralisme global, et d'abord à travers cela, que nous pourrons progresser. Regardons aussi du côté du discours d'États comme le Brésil, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, qui entrent dans cette mondialisation et qui aspirent à cette globalité. L'Europe, bien sûr, a toute sa place, et une intervention européenne, je crois, a plus de capacité. C'est évident, il y a un quasi-consensus là-dessus, qu'une intervention d'un seul pays européen. Mais comme l'a été très justement dit par l'un des intervenants, ça suppose un minimum de consensus sur le choix politique et surtout sur l'interprétation de ce que guerre veut dire. Comment voulez-vous qu'une intervention multilatérale soit efficace à partir du moment où il reste du flou sur quelle est la vraie nature de la guerre à laquelle on doit faire face? La deuxième question, c'est le pourquoi. Moi, ce qui me frappe, c'est cette extrême confusion du pourquoi. Je parlais de Clausewitz tout à l'heure. Clausewitz privilégie l'objectif et la clarté de l'objectif. Mais intervenir aujourd'hui, ça veut dire quoi? Arrêter la violence, détruire les combattants, changer le régime, changer le chef d'État en place, cette espèce de flou face à des questions qui sont absolument fondamentales. Nous intervenons pour quoi faire et en fonction de quoi? Là, il y a un travail de clarification à faire que la R2P, la responsabilité de protéger, avait peut-être trop rapidement laissé de côté. La troisième question, c'est le comment. Comment arrêter la violence? Est-ce que c'est selon le modèle que nos amis britanniques avaient mis en place pour la Sierra Leone, c'est-à-dire empêcher le RUF d'entrer à Freetown, ou est-ce que c'est le modèle français au Mali, c'est-à-dire envahir, c'est-à-dire contrôler le territoire qui échappait à l'autorité de l'État en place? Mais derrière ces questions, et je termine là-dessus, il y a fondamentalement 2 choses. La première, c'est que là où il y a guerre aujourd'hui, bon, c'est pas difficile, il suffit de regarder les atlas, c'est là où il y a les niveaux les plus faibles d'indice de développement humain. La corrélation est à 100%. Regardez la carte des IDH, regardez la carte des conflits, regardez cette bande qui va de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique et au Yémen, c'est les lieux, les espaces où les IDH sont les plus faibles. Ben, il y a peut-être quelque chose à faire, à dire, à penser, à réfléchir derrière cela. Mais il y a aussi un énorme déficit du politique, c'est-à-dire ce qui est le commun dénominateur de tous ces conflits, c'est la panne du politique, l'absence de réinvention du politique, c'est-à-dire le politique remplacé par la dictature, par le clientélisme, par les accommodements, par les rafistolages. Le rafistolage, c'est l'anti-politique par excellence. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est pas de rafistolage laissé à la discrétion de dictateurs qui se succèdent. Elle a besoin d'inventer, de réinventer son politique. Et là, on est véritablement au fond de la question. Est-ce que c'est par des interventions militaires extérieures que l'on peut le mieux réinventer le politique? Je ne sais pas, je vous laisse ça, je vous donne ça comme sujet pour ce soir. Et la dernière chose, et la toute dernière chose, c'est que, mesdames et messieurs, et là aussi je suis un peu étonné qu'on en ait si peu parlé, il y a derrière tout cela une dimension subjective énorme.
Quand nous faisions la guerre autrefois, nous la faisions entre semblables. On se respectait, on s'aimait, comme le général Spinola, pas celui de la Révolution des œillets, embrassait dans le tableau de Velázquez le duc de Nassau. Hein. On se respectait parce qu'on était semblables. Moi, ce qui me fait le plus peur dans la guerre d'aujourd'hui, c'est l'haltérophobie. C'est-à-dire ce décalage qu'il y a entre les acteurs de notre système international où justement l'humiliation a remplacé le respect. Voilà, je crois que cette guerre subjective de l'irrespect est quand même au fond des tensions et des violences que nous vivons. Ainsi va le monde, monsieur le modérateur. La guerre est idéologique. Merci, monsieur le professeur. Merci à vous tous d'avoir participé et d'avoir suivi ces travaux. Merci à notre hôtesse qui nous a accueillis ici. Merci au Sénat. Bon déjeuner.